Rebonjour, après avoir parlé d'économie ce matin, après avoir parlé de fiscalité ce midi, nous voilà maintenant avec une figure politique que je vais avoir un plaisir de présenter, mais qui ne devrait a priori pas être très important de présenter tellement il est présent dans les médias. Georges-Louis Boucher, bonjour. Bonjour. Très content de vous avoir parmi nous. On va avoir l'occasion de parler évidemment de l'actualité et aussi de toute une série de sujets qui intéressent nos professions économiques. Et puis, on aura aussi l'occasion d'échanger avec Thierry Litani. Thierry Litani est administrateur de l'Ordre des experts comptables et comptables brevetés de Belgique. Et il se fera un plaisir aussi de partager une série de préoccupations qui sont celles de la profession. Alors, Georges-Louis Boucher a commencé très jeune, à 20 ans, il participe à sa première élection comme candidat sur la liste communale à Mons, en 2010, 8e sur la liste au Sénat, par après élu par les membres du MR de la section de Mons pour être tête de liste des élections communales en 2012. Il devient échevin des finances, du budget et de l'emploi. En 2014, il est désigné député wallon de la Fédération Wallonie-Bruxelles en remplacement de Jacqueline Galland, qui est devenue ministre fédérale. En 2016, il est nommé délégué général à l'animation et à la prospective du mouvement réformateur, et c'est probablement le premier rôle et l'avant-goût de ce qu'il fait sans doute de façon beaucoup plus quotidienne aujourd'hui, celle d'être au cœur du débat. En 2019, il est nommé porte-parole de la campagne électorale, et en octobre 2019, il est élu président du mouvement réformateur. Georges-Louis Boucher, bonjour, et on va donc essayer de débattre comme à l'habitude, c'est-à-dire avec un homme engagé et qui a un peu des idées sur beaucoup de choses. Écoutez, on va essayer, ça dépendra de vos questions. On n'aura pas de mauvaise surprise. Alors, à mes côtés, donc Thierry Litani. Thierry Litani, pour présenter peut-être à Georges-Louis Boucher l'ordre, vous pouvez peut-être expliquer en 2-3 temps qu'est-ce que l'ordre est et pourquoi il est important que vous puissiez le rencontrer. L'ordre a été créé il y a une soixantaine d'années, alors que les professions, notamment d'experts comptables, n'étaient pas du tout réglementées et n'étaient pas structurées comme elles le sont aujourd'hui. Et donc, sous l'égide de ces deux premiers présidents, à savoir M. Joseph Collet et M. Crockart, l'ordre s'est mué en véritable défenseur des intérêts de ceux qui exercent les professions de comptables, experts comptables, maintenant d'experts comptables, experts comptables certifiés, bien avant qu'on ne crée un institut qui est l'organisme officiel, l'ITAA, l'Institut des experts comptables et experts comptables certifiés. Et l'ordre est aussi, d'ailleurs, pour beaucoup, dans l'organisation même, dans le fait que depuis 1985, effectivement, cette profession est maintenant réglementée par la loi. Et on a maintenant deux organismes qui finalement coexistent, l'ITAA, qui est le gardien du titre et qui est l'organisme officiel, et l'ordre qui, avec d'autres associations, mais c'est la plus importante sur le plan francophone, avec entre 1500 et 3000 adhérents, est véritablement se mue en défenseur de ceux qui exercent la profession d'expert comptable et qui, à ce titre, doit monter au créneau par rapport au monde politique, à certaines instances, pour défendre les malheureux qui ont fait choix d'exercer cette profession qui, certes, est tout à fait agréable et chouette sur le plan intellectuel à pratiquer, mais dont la pratique quotidienne est semée d'embûches qui pourraient être corrigées. Alors, l'ordre est la principale association. Elle envoie donc par les voies démocratiques des gens à l'ITA, et on va voir que, in fine, l'ordre aujourd'hui est assez insatisfait avec un certain nombre de choses, et donc c'est assez amusant de voir qu'au bout du compte, quand on fait bien son travail, on doit être capable d'exprimer ses oppositions, et je trouve que le parallèle est assez amusant, puisque vous avez l'habitude de dire ce que vous pensez quand vous estimez que des choses ne se passent pas comme elles doivent. Vous verrez que l'ordre le fait aussi, et on s'en réjouit. Allez, on se retrouve dans 2 petites minutes. Faites un congrès physique. Vous préférez la table de Noël à votre bureau ?
Avec Bill2Box, gérez vos factures et paiements et partagez-les avec votre comptable. Simplifiez-vous l'administration en activant votre compte sur bill2box.be. Bill2Box. Alors, on va commencer peut-être par une question qui est sur toutes les lèvres de nos professionnels. On a aujourd'hui l'impression que les arbres montent au ciel, que beaucoup de dispositions sont prises et que dans ce contexte-là, finalement, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans la manière de combattre la lutte contre la fraude fiscale, il n'y a pas de limite dans la manière d'aider les indépendants ou les particuliers, il n'y a pas de limite, je dirais, dans toute une série d'exercices administratifs. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les arbres montent-ils jusqu'au ciel? Ah non, ça c'est une certitude, que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc je pense qu'en fait la difficulté pour le moment, c'est que l'administration fiscale a une approche assez agressive, je dirais, en ce qui concerne les propositions faites au gouvernement par l'intermédiaire du ministre des Finances. Je pense que l'administration fiscale est bien sûr dans son rôle, mais c'est le politique qui doit arbitrer. Et donc aujourd'hui, on voit une dérive qui est assez gênante où dès que l'administration fiscale perd un dossier pour une raison X ou Y, eh bien, on fait des propositions de modification de la procédure, où en fait l'égalité des armes entre les parties n'est plus respectée. Puisque eh bien, du côté de l'administration, il y a toute une série de règles de procédure qui ne sont plus nécessaires d'être respectées, alors que ce n'est pas le cas du tout pour le contribuable. Qu'on fait de moins en moins de distinction entre une erreur, une fraude, voire une fraude organisée, structurée, etc. Et donc voilà, je pense qu'il faut retrouver la mesure, mais c'est dû aussi au climat ambiant dans le débat public. Le rapport au fait qu'il y aurait une fraude fiscale structurée en Belgique, massive finalement dans le chef de toute une série de personnes, eh bien à un moment donné, ça rejaillit dans le débat politique. Alors, personne ne souhaite la fraude fiscale. Bien évidemment, il faut lutter efficacement contre, mais ce n'est pas parce qu'on lutte contre la fraude fiscale que le droit doit s'effacer, doit s'effondrer. Vous savez, aujourd'hui, si on appliquait en droit pénal la manière de fonctionner du droit fiscal, on aurait toute une série de partis de gauche et d'associations qui crieraient aux droits de l'homme, au scandale, parce que justement il y aurait une différence d'armes entre la partie accusée et le parquet. Ici, c'est exactement ce qui est en train de se passer et ça ne dérange personne. Et moi, je trouve que c'est extrêmement dérangeant parce qu'un contribuable ne doit pas être considéré comme présumé coupable. Par ailleurs, il y a un deuxième élément, c'est qu'il y a eu un travail très important entre les années 2000 et jusqu'il y a peu pour faciliter le contact entre l'administration et le citoyen. Aujourd'hui, on part exactement dans l'autre sens. Et le Covid n'a pas eu une très bonne influence, puisque par exemple en matière de contrôles fiscaux, eh bien, on n'est plus obligé de mener des contrôles physiques. Il suffit maintenant de mettre à disposition sur un cloud toute une série de pièces fiscales et vous pouvez être contrôlé de la sorte. Alors normalement, il est prévu dans l'esprit de la réglementation de pouvoir avoir un contact avec le contrôleur. On voit que ce contact est extrêmement compliqué. Essayer de téléphoner à un contrôleur, c'est plus possible. Donc, vous pouvez fonctionner via courriel. Mais il est évident qu'un contrôleur fiscal ne peut pas avoir une connaissance fine et précise de tous les secteurs économiques. Et donc, parfois, il y a ce qui peut apparaître comme une anomalie comptable aux yeux d'un contrôleur fiscal, une explication tout à fait rationnelle sur le plan économique. Et je conclurai par là, je pense que le plus grand problème aujourd'hui, c'est que sur le plan de la fiscalité, on oublie que la fiscalité, c'est en fait simplement le résultat d'une activité économique et que les choix fiscaux que nous posons ont des conséquences économiques. Et donc, en fait, on a déconnecté les deux au nom d'une soi-disant justice fiscale qui serait finalement une justice un peu immanente, comme ça, où il y aurait le juste et l'injuste déterminé par je ne sais qui. Eh bien, on voudrait augmenter des taux de fiscalité, revoir les procédures. Et ça n'a aucun sens, en fait. Oui, il y a des niches fiscales qui sont essentielles, qui sont fondamentales pour le développement de certains secteurs économiques. Et donc, j'ai pas peur de le dire parce que c'est pas très populaire en politique. Nous défendons une série de niches fiscales. Et aujourd'hui, si on veut la suppression des niche fiscale, c'est pas compliqué. Il faut alors un taux d'imposition de 30 à 35% sur l'ensemble des revenus. Alors dans ce cas-là, moi je suis pour la suppression des niches, pour la globalisation des revenus. Je n'ai aucun problème sur tous ces tabous, ce qui en tout cas aujourd'hui sont des tabous. Mais faire une globalisation des revenus et plus de niche fiscale avec un taux d'imposition à 50% sur une tranche marginale qui est atteinte si rapidement,
très franchement, c'est juste confiscatoire. Et donc c'est là où les débats qui vont être menés au gouvernement devront être importants, mais je pense que les politiques doivent vraiment être beaucoup plus en phase avec la réalité économique vécue des secteurs. Mais là aussi, on voit une autre dérive en politique ces derniers temps, c'est le fait de moins en moins recevoir les secteurs, de moins en moins avoir de contact avec le privé. Si je dois illustrer l'idée, quand vous recevez Greenpeace et le WWF, c'est la société civile. Quand vous recevez une grande entreprise, les comptables, on appelle ça du lobby, en fait, à travers ces deux vocables, vous avez compris toute la difficulté aujourd'hui et la dérive dans laquelle se retrouve le monde politique, à mon sens, depuis quelques années. On est forcément fort en phase avec ce que vous racontez jusqu'à présent. Et donc, comment est-ce que le MR peut prémunir, je dirais, les contribuables, et notamment notre profession, puisqu'elle est au gouvernement et que, malgré tout, si je prends les 2 dernières dispositions fiscales qui sont sorties, il y en a une en début novembre, il y en a une qui est encore en projet de loi, mais qui devrait passer comme elle est, qui sont finalement toutes les deux, je dirais, assez peu, je dirais, en phase avec l'expression de vos idées jusqu'à présent. En fait, je pourrais toujours vous dire qu'il serait intéressant que vous repreniez le texte de départ. Et le problème dans ce gouvernement, et donc c'est pour ça que je n'ai pas nécessairement toujours une bonne réputation à travers les médias, mais le problème dans ce gouvernement, c'est qu'on joue souvent, dans le meilleur des cas, à 2 contre 5, mais souvent à 1 contre 6. Et donc, il y a des projets de départ qui sont en fait repris tels quels de l'administration fiscale. Et puis derrière, nous, on doit batailler point par point pour essayer d'éviter les grandes catastrophes. Et donc, par exemple, les textes auxquels vous faites allusion, c'est la question du délai en cas d'erreur, en cas de fraude, combien de temps on doit garder sa comptabilité. Et donc, il était question de mettre 10 ans. Au départ, c'était ça. C'était 10 ans pour tout, finalement. Qui est fraude, pas fraude, qui est erreur. Et puis, finalement, on a réussi à ramener ça à 7 ans, puis 5 ans pour les déclarations complexes s'il n'y avait pas de soupçon de fraude. La notion de soupçon de fraude aussi a été fortement débattue. Donc, par exemple, sur le texte de procédure que vous évoquez, effectivement, vous, à l'arrivée, vous vous dites, il y a un durcissement, mais je peux vous dire que le durcissement est extrêmement léger par rapport au point de départ de l'administration. Alors, vous allez me dire, c'est un peu facile, l'argument sans vous, ce serait pire. Oui, peut-être, mais à un moment donné, on n'a pas non plus les finances en main. On a une série de parties qui ne sont pas nécessairement les plus en phase avec vos réalités. Et donc, d'une certaine manière, je vous dirais qu'on ne doit pas être convaincu. Nous, on fait déjà le boulot, on le fait pleinement. Je pense que d'autres formations politiques pourraient faire le travail de façon un peu plus accrue aussi. Mais dans un gouvernement où on est 7, il faut à un moment donné composer. Et donc, de ce fait-là, on a pu quand même limiter une série d'obstacles. Il y a aussi toute une série d'éléments qui doivent entrer en vigueur progressivement. Parfois, la date de 2025 a été choisie, c'est pas par distraction. Il y a des élections en 2024, et donc ce sera aussi l'occasion d'indiquer des aspects dans la déclaration de politique générale. Après, dernier point, je vous l'ai dit. La difficulté, et je pense qu'il y a vraiment un intérêt pour vous de faire le tour des groupes parlementaires aussi, d'être auditionné au Parlement, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grande fiction qui existe dans le monde politique, selon laquelle, en fait, il y a de la fraude fiscale organisée, systématique, que chaque contribuable est finalement un fraudeur en puissance. Donc je pense qu'il faut encore une fois s'attaquer aux éléments qui posent problème, avoir le respect des droits de chacun, le respect aussi du contribuable. Vous savez, c'est tout bête, mais moi je suis extrêmement choqué sur la teneur des courriers du SPF Finance. Vous payez parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros d'impôts parce que vous avez payé un peu en retard, vous avez quelques euros à payer en complément. Quand vous lisez la manière dont le courrier est rédigé, vous avez l'impression que vous êtes Al Capone, quoi. C'est complètement dingue. Ça leur coûte quand même pas plus cher d'être sympathique dans leur courrier. Ça coûte quand même pas plus cher d'expliquer à quoi les impôts servent. Moi, je pense qu'il y a un problème aussi de relationnel entre l'administration et le contribuable et l'usager. Et donc, il faut aussi faire comprendre ça aux médias. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement axé sur la lutte contre la fraude fiscale qu'encore une fois, c'est compliqué d'avoir un débat un peu rationnel sur ces questions, de ne pas mélanger la fraude, l'optimisation, entre autres, toute la question de l'évasion, et on fait un grand mélange. Vous savez, tous ces leaks, par exemple, sont pour moi
un vrai scandale démocratique. Avoir votre nom dans le journal, que vous soyez fraudeur, évadé fiscal ou un tenant de l'optimisation, c'est quand même scandaleux. Quelqu'un qui fait de l'optimisation, il fait rien d'illégal. Il y a des gens qui n'ont rien fait d'illégal, qui ont eu leur nom dans le journal le soir. Et tout le monde trouve ça formidable. On appelle ça du grand journalisme d'investigation. C'est juste une honte. Et pour moi, c'est contraire à la déontologie. Mais manifestement, ça fait réagir personne. Donc, je pense que on est pleinement convaincu, on fait le maximum au niveau du travail, on ne réussit pas tout, je vais être clair avec vous. Je pense qu'on se donne beaucoup de mal pour faire du blocage. D'ailleurs, vous savez, ça me vaut à intervalles réguliers pas mal de problèmes à titre personnel, mais ça, c'est pas le plus important. Mais je pense qu'il faut essayer aussi d'étendre le cercle de personnes qui comprennent et qui sont convaincues. Je vous dirais un dernier mot. Soyez attentifs sur les métiers des députés avant de devenir députés. Et regardez l'évolution au Parlement. Ces dernières années, le Parlement bruxellois, c'est pas là qu'on vote le plus de mesures fiscales, mais est le meilleur exemple. Si vous regardez dans certains groupes politiques, tous les gens qui composent ces groupes sont des enseignants, des fonctionnaires et des gens de l'associatif. Il y a quasi plus personne du monde économique, enfin il y en a pour pas ainsi dire personne, de moins en moins de professions libérales, de moins en moins d'avocats, de médecins, et donc en réalité, vous avez un Parlement avec des gens qui sont un peu déconnectés des réalités économiques parce que il y en a plein, ils vivent avec l'argent public depuis leur naissance, donc ils pensent que l'argent public c'est un truc qui naît sur les arbres, qui pousse sur les arbres, donc ils ont du mal parfois à connaître certaines réalités. Moi en tant qu'avocat par exemple, j'ai un très grand souvenir d'avoir rentré ma déclaration TVA un jour en retard, j'ai pris 500 € d'amende. Je me suis quand même demandé ce qui m'arrivait parce que quand je vois parfois le comportement de certains en rue pas plus tard que dimanche, je me dis j'espère que si la sanction est proportionnée, alors ils vont prendre 2 ans de prison au moins. Mais si je prends 500 € pour un jour de retard pour avoir rentré un document sans fraude, faut pas demander ce que certains devraient prendre. Et c'est là où on voit qu'il y a une disproportion totale entre les textes et la réalité économique vécue. Thierry, ça vous parle ça? Est-ce que l'ordre doit réinvestir davantage les bancs du milieu politique pour faire passer davantage de messages? Mais je partage l'analyse à titre personnel, d'autant plus que mon vrai métier c'est avocat fiscaliste, je suis aussi administrateur de l'ordre et donc est très en phase avec tous les professionnels du chiffre, mais je n'en suis pas un. Et donc effectivement on voit bien cette déconnexion. Tous les membres, tous les comptables s'en plaignent, le fait, mais c'est vrai qu'on se demande dans quel état on vit. Vous avez des fonctionnaires qui vous donnent des adresses mail volontairement inexactes et des références de numéros de téléphone, des call centers où personne ne répond. Et c'est une volonté délibérée de l'administration qui, sous des idées de marketing, est totalement une négation même de l'essence même de la démocratie. Détail amusant, la semaine dernière, j'avais le plaisir d'être invité à une émission de radio, où j'étais questionné notamment sur ce thème. Des fonctionnaires de l'administration fiscale ont alimenté le chat en déplorant fortement cette situation, en disant mais ce sont nos instructions, on n'y peut rien. Nous, on ne demanderait pas mieux que justement d'avoir un contact avec ces contribuables. Et ça pourrit l'existence, mais à la fois forcément des contribuables et en même temps des professionnels du chiffre qui sont finalement l'interface entre un certain nombre de contribuables et l'administration fiscale. Et quelque part, leurs clients ne comprennent pas cette réalité du terrain qui est absurde et aberrante. Et on doit effectivement, et je partage tout à fait l'avis de M. Boucher, c'est-à-dire que pour l'instant, sous prétexte de justifier la lutte contre la fraude fiscale, on oublie totalement les droits les plus élémentaires du citoyen. Et ça ne va pas. Toute règle de procédure est un équilibre fragile, mais légitime, entre les intérêts de l'État, de la collectivité d'un côté, et les intérêts individuels de l'autre. C'est valable pour n'importe quelle règle de procédure, et notamment pour la procédure fiscale. Et à ce niveau-là, je souligne qu'un des parlementaires, membre du groupe du parti présidé par M. Boucher, a récemment déposé une proposition de loi que je salue réellement, qui est de cadenasser une jurisprudence qui permet maintenant à l'administration de se procurer des pièces de manière illégale, contraire à la loi, en étant expressément autorisé à les utiliser dans la quasi-totalité des cas. Et ça, c'est la justification. Ok, on fait un concours de violation. Mais violation,
sont moindres par rapport à ce méchant fraudeur qui a plus violé que moi. Mais c'est la négation même de n'importe quel État démocratique. Et ça, la protection des droits du contribuable et aussi les conditions d'exercice de la mission de comptabilité, enfin notamment d'experts comptables, mais c'est la défense même l'origine même de la défense que l'ordre fait de l'ensemble des professionnels et plus généralement des contribuables, parce que leurs intérêts sont liés, bien évidemment. Il ne s'agit pas de cautionner la moindre fraude, il s'agit simplement d'arrêter de se voler la face ou d'arrêter, comme le décrit une certaine presse, de dire que finalement, le monde économique serait peuplé d'un nombre incommensurable de fraudeurs gravissimes dans lesquels survivraient quelques honnêtes gens. Mais c'est exactement l'inverse, bien évidemment. Et donc on doit se dire, il y a un moment donné, il faut que quelqu'un dise à la population, au monde politique et aux instances dirigeantes que le roi est nu, que ça ne va pas, qu'on a une vision complètement tronquée d'une réalité de terrain qui est d'ailleurs contraire aux intérêts de l'État. Parce que croyez bien que tous ces projets de lutte contre la grande fraude fiscale, ça aboutit à quoi? À de gigantesques enrôlements. Mais si on compare le chiffre des enrôlements d'impôts de l'ISI et le chiffre des encaissements d'impôts de l'ISI, c'est-à-dire ce qui, en définitive, est réellement payé à l'État dans le cadre de ces multiples procédures, si je raisonnais en termes culinaires, on part de l'épaisseur d'une côte à l'os pour arriver à celle d'un carpaccio. Et il n'en reste rien. Et si on voit les coûts internes pour arriver à ce résultat-là, eh bien la lutte contre la fraude est quelque chose qui, menée comme elle est aujourd'hui, coûte plus cher que ce qu'elle rapporte. Je propose d'aborder cette thématique de façon assez rythmée, en essayant d'expliquer finalement sur chacune de ces thématiques, c'est quoi en quelques mots la recette du MR. Alors, on va parler d'abord endettement public. L'endettement public, c'est augmenter le taux d'emploi. Ce qui génère des recettes publiques, c'est le nombre de gens qui bossent, c'est l'activité économique. Et ce qui fait que vous diminuez vos dépenses publiques, c'est le fait d'avoir créé suffisamment d'argent privé pour ne pas avoir besoin du public partout, c'est-à-dire du public pour des allocations, mais du public pour toute une série de structures. Je veux dire, pour nous les francophones, c'est logique qu'une piscine ou un stade de football, ça soit payé avec de l'argent public, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas de privés qui ont les moyens de le faire. C'est totalement anormal. Dans une économie qui fonctionne, de telles infrastructures, par exemple, devraient au moins en partie être prises en charge par du privé. Mais quand vous ne générez pas assez de richesses, fatalement que c'est l'État qui doit prendre le relais. Pour vous donner un exemple concret, j'ai souvent insisté sur les taux d'emploi. Mais si vous prenez le taux d'emploi en Wallonie, 64%, dans ces 64%, il n'y a que 41% des gens qui travaillent dans le secteur privé. Donc en fait, si vous prenez toute la population en âge de travailler en Wallonie, il n'y a que 28% des gens en âge de travailler qui travaillent dans le secteur privé. Ça, c'est la réalité. Donc vous avez 70% du PIB wallon, c'est de l'argent public, via des allocs, via des prestations de services, de la fonction publique ou autre. Mais franchement, comment voulez-vous avec un modèle pareil que ça puisse fonctionner? Et ça n'inquiète personne. Et donc ce qu'il faut, c'est augmenter le volume d'emplois privés pour pouvoir générer plus de recettes dans les caisses de l'État. Il faut bien évidemment lutter contre les gaspillages, les millefeuilles. Mais ici, je tiens quand même à attirer l'attention. J'ose espérer, le déficit annuel de la Wallonie est entre 5 à 6 milliards. J'ose espérer qu'il n'y a pas 5 à 6 milliards. Il y a du gaspillage, mais vous ne ferez pas 5 à 6 milliards que sur le gaspillage. Enfin, dernier élément, l'évaluation des politiques publiques. Aujourd'hui, on dépense des porte-avions d'argent, par exemple au niveau du Forum, 1,2 milliard, 1 milliard d'euros d'aide à l'emploi. Est-ce que ces politiques sont évaluées? Pas du tout. Et donc, il faudrait les évaluer pour peut-être parfois diminuer la voilure, peut-être la rediriger d'une manière ou d'une autre. Mais ça n'a aucun sens de continuer à dépenser autant d'argent pour les résultats que nous avons aujourd'hui. Vous savez, je vais être clair avec vous, dans un modèle économique qui fonctionne, les aides à l'emploi, ça doit être supprimé. Vous avez des cotisations sociales plus basses et plus d'aide à l'emploi, c'est tout. Mais ici, en Wallonie, c'est devenu normal dans le business model de demander des aides à l'emploi. Je trouve que c'est anormal, il faut questionner le système avant tout. La pression fiscale, plus ou moins? Pression fiscale, il faut la baisser, mais alors je ne vais pas être original, c'est exactement de la même manière que vous allez y arriver, en luttant contre les gaspillages et en augmentant le taux d'emploi. Pourquoi la pression fiscale est élevée? Parce que moins vous avez des gens qui travaillent,
plus vous devez aller puiser beaucoup dans leur poche, et plus le déficit public est important parce que votre niveau de dépenses publiques est élevé. Et en fait, si vous regardez, vous faites une comparaison des pays européens, tous les pays qui ont un faible taux d'emploi ont un haut niveau d'imposition et ont un haut niveau de déficit. Alors il y a des pays qui ont des hauts niveaux d'imposition en ayant des taux d'emploi plus élevés, mais alors ils ont des niveaux de prestations qui sont également plus importants. Mais la logique de dire j'ai peu de taux d'emploi dans les pays occidentaux, donc j'ai un impôt élevé et beaucoup de déficit, vous le retrouvez en permanence. Et donc oui, il faut baisser l'impôt, ça il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais ça ne peut se faire qu'en parallèle d'une réforme du marché du travail et une réforme des pensions. Si vous ne réformez ni l'un ni l'autre, vous n'obtiendrez pas une baisse de la fiscalité. Et comment est-ce qu'on peut baisser la pression fiscale dès lors que le projet de la réforme fiscale doit être budgétairement neutre ? Alors elle devait être budgétairement neutre selon les premiers accords. Je vois que même le ministre des Finances a accepté l'idée qu'il y a un tax cut, donc tout le monde maintenant considère quand même qu'il y a un peu trop d'impôts. Donc il parle d'une baisse de 6 milliards qui serait compensée qu'à hauteur de 3 milliards. Dans l'esprit, on peut avancer. Dans les mesures, il y a d'autres éléments qui vont devoir être analysés, critiqués et des contre-propositions. Mais globalement, une réforme fiscale qui serait neutre budgétairement n'aurait pas de sens. Elle n'aurait pas de sens parce qu'en fait, les niches en général, ce sont de petits montants, mais sur un secteur déterminé, donc avec un grand effet. C'est petit montant, grand effet. Le problème, c'est quand vous prenez ce montant et que vous le répartissez sur l'ensemble des travailleurs en Belgique, c'est pas compliqué, les gens touchent 20 € de plus par mois en 3 ans, et donc ils voient rien parce qu'entre l'indexation, l'inflation, le fait qu'ils aient peut-être changé de carrière, ils voient rien du tout. Par contre, pour faire ça, vous avez été chercher 2, 3, 100 millions dans 2, 3 niches. Alors, ça fait pas beaucoup d'argent réparti entre beaucoup de travailleurs, mais par contre, dans le secteur, vous perdez l'effet de levier. Et donc, c'est ça le piège. C'est pour ça qu'elle ne doit pas être budgétairement neutre. Une réforme fiscale doit diminuer normalement le niveau de recettes. Alors, de recettes directes sur cet impôt, mais les recettes vont augmenter par l'augmentation du taux d'activité, par un meilleur rendement fiscal parce qu'il y aura moins de fraude, effectivement, il y aura moins d'optimisation. Et donc, en réalité, l'impôt élevé entraîne tellement d'effets viciés qu'en Belgique, on ferait bien d'essayer une fois l'inverse. Autre dernier élément, vous savez, si on atteignait les 80% de taux d'emploi, nous aurions 40 milliards d'euros en plus de recettes directes et indirectes pour l'État. 40 milliards. L'ensemble de l'IPP en Belgique, c'est 50 milliards. Donc, franchement, je pense que là, il y a quand même beaucoup de marge qui permettrait de la baisse de la fiscalité. Et on voit d'ailleurs dans pas mal d'études, c'est un truc qui m'a toujours frappé, c'est le fait qu'on dit, quand on présente des projets de réforme fiscale comme ça, on dit, eh bien voilà, telle réforme va nous coûter autant. Alors qu'en fait, on n'intègre jamais dans le calcul les effets induits par l'augmentation de pouvoir d'achat qui fait que les gens vont bien entendu poser un certain nombre de faits générateurs d'imposition, dont on ne tient jamais compte dans certaines analyses financières qui me paraissent effectivement intellectuellement orientées. Si on projette la réforme fiscale de 1962 qui a réinstauré la globalisation, ce qui est un peu l'esprit de ce qu'on veut faire aujourd'hui, il faudrait que l'IPP rapporte 15 milliards de moins pour utiliser les mêmes chiffres. C'est assez intéressant parce que ça montre quand même que même à une époque où on l'a fait, on ne l'a pas du tout fait avec les mêmes volumes. Mais c'est pas compliqué, le niveau de dépenses de l'État n'était pas le même. Mais aujourd'hui, la moindre personne qui pense avoir un demi-talent culturel, la première chose qu'il fait, c'est qu'il demande un subside. Le moindre type qui veut sauver la planète, les ours polaires ou un arbre au fond de son jardin, il crée une SBL et il demande un subside public. Donc, je veux dire, on subsidie tout chez nous. Donc, fatalement, qu'à un moment donné, les dépenses de l'État ont considérablement augmenté. Et il faut être honnête, les citoyens ont parfois des demandes totalement contradictoires. Moi, j'ai été chef des finances, il y avait des gens qui rentraient dans mon bureau au départ pour baisser la taxe sur les immondices, et en sortant, ils me demandaient si je pouvais pas leur donner un subside pour leur association, le club de foot du gamin, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a cette idée que l'argent de l'État serait quelque chose qui fabriqué la nuit dans une machine, j'en sais rien, mais en tous les cas pas quelque chose de très crédible. Et donc par rapport à ce que vous dites, effectivement dans la réforme fiscale de 62, c'est pas compliqué, le taux à 50%. Si on avait procédé à l'indexation chaque année des barèmes fiscaux, eh bien aujourd'hui, on devrait payer 50% d'impôts à un niveau de revenu de 450 000 euros, alors qu'on paye 50% d'impôts à partir de 41 000 euros. Donc on voit bien
que c'était pas du tout le même enjeu. Donc les 41 000 euros d'aujourd'hui devraient être normalement 450 000 euros. Donc quand vous avez dit ça, vous avez tout dit. Et donc les périodes de gel de l'indexation des barèmes fiscaux ont amené à ce qu'il y ait une augmentation naturelle de la pression fiscale sans décision politique. Alors oui, c'était une décision de pas augmenter les barèmes, mais facialement, vous n'avez jamais changé les taux, mais vous n'avez pas suivi l'évolution du coût de la vie. Et donc aujourd'hui, ça a un impact très fort. Donc oui, on ne cesse de payer de plus en plus d'impôts, ça c'est une réalité. En matière de droit du contribuable, qu'est-ce qu'il faut faire ? En matière de droit du contribuable, je pense qu'il faut respecter un principe de base, c'est l'égalité des armes. Et donc, les délais doivent être respectés des deux parties, les sanctions pour le non-respect des délais doivent être les mêmes dans les deux parties, les possibilités de recours, de prise de contact, de consultation d'informations, c'est un principe de base d'un état de droit en fait. L'état de droit peut donner quelques privilèges à l'État, mais pas nécessairement une primauté ou un caractère unilatéral dans son rapport aux contribuables. Et donc le privilège n'est pas l'unilatéralité, et donc il doit y avoir un principe de contradictoire qui est respecté. Je pense que le premier élément, c'est le texte dont vous parliez, qui a été déposé entre autres par Benoît Piedboeuf, chef de groupe, c'est effectivement remettre en cause la jurisprudence Antigone de la Cour de cassation, qui a pour conséquence de créer une distorsion totale, c'est-à-dire que l'application d'Antigone dans le droit fiscal, c'est-à-dire qu'une preuve obtenue illégalement peut quand même être exploitée. Donc pour vous le dire simplement et platement, si on fait une perquisition chez vous à 2h du matin pour une fraude fiscale et qu'on trouve des documents, on va pouvoir les utiliser. Par contre, si je fais une perquisition à 2h du matin chez quelqu'un qui a tué, qui a volé, voire qui a collaboré à une organisation terroriste, son avocat fera annuler les pièces de procédure qui seront obtenues et vous aurez tout un débat sur les droits de la défense, etc. Et donc là, il y a véritablement un problème de rapport. Mais on a tellement érigé la fraude fiscale comme étant le plus grand mal de notre société. Alors c'est un mal important, mais on a tellement été dans ce rapport où en plus on nous sort les chiffres les plus farfelus possibles en matière de volume de fraude, encore une fois en mélangeant tout, qu'à l'arrivée, on est aujourd'hui dans un modèle où on se dit que la fraude c'est tellement grave qu'on peut tout faire, absolument tout, même ce qui est illégal pour lutter contre. Et donc en gros c'est un peu le Patriot Act qu'avait fait voter George Bush après les attentats du 11 septembre, mais en matière fiscale. Et donc au nom de la fiscalité on peut faire Guantanamo. Ça c'est en Belgique. Par contre, faites attention, ne faites surtout pas ça en droit pénal, parce que là vous allez avoir toutes les associations de droits de l'homme sur le dos. Est-ce qu'il ne faudrait pas réinstaurer une vraie charte du contribuable, cher à Jean Gaulle ? C'est l'esprit de ce qu'on a déposé, c'est de remettre une charte du contribuable. Alors la charte du contribuable en fait était une disposition législative au départ, et donc il n'y a pas une charte en tant que telle qui existait. On a d'ailleurs bien travaillé sur le sujet, parce que ça a été mon intuition, c'est de me dire on va remettre une charte, mais effectivement il faut refaire ce principe, enfin remettre cela sur pied, avec encore une fois un principe de base, c'est juste l'égalité des armes. Dans un état de droit, le symbole de la justice c'est la balance, c'est pas pour rien. Il faut l'égalité des armes au départ. Et puis après, l'égalité des armes permet de faire émerger la réalité. Et pour être très clair, c'est vrai que parfois on peut s'en sortir grâce à la procédure. Mais moi je préfère une procédure qui est protectrice et qui permet parfois à certains coupables de s'en sortir, que pas de procédure du tout et avoir ce présumé coupable et le fait d'avoir des personnes innocentes, ou alors de plus avoir de proportion entre l'acte commis et la sanction. Et on est en train de totalement basculer là-dedans pour une raison qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui l'administration fiscale a pris la plume en matière rédactionnelle. Et ça, je ne critique pas, parce que j'ai entendu qu'on ne pouvait plus rien dire sur personne, mais je ne critique pas le ministre des Finances, mais c'est un choix qu'il pose. Il y a des ministres des Finances qui ont un recul plus ou moins important par rapport à leur administration. Ici, force est de constater qu'entre le ministre des Finances et son administration, il y a vraiment une proximité forte. C'est son choix, il est légitime à certains égards. Je ne le ferais pas comme ça si j'étais à sa place, mais je ne suis pas à sa place. Est-ce qu'il faut intégrer l'inflation dans le pouvoir d'achat des travailleurs, ou est-ce qu'il faut faire le dos rond ?
C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il faut garder l'index ou pas? Moi, je suis totalement favorable à l'index. Je pense que c'est un très mauvais débat que de tenter de remettre l'index automatique en cause. Alors, je peux comprendre les effets néfastes qu'il a. Mais comme formation politique qui veut protéger le travail, franchement, c'est pas en remettant l'index, c'est pas en remettant en cause l'index qu'on va être cohérent dans le propos. En sachant aussi qu'il y a un autre élément, c'est que je pense que ce qui pose problème, ce n'est pas le niveau des salaires, mais c'est le coût du travail. Et donc, il faut s'attaquer au coût du travail, c'est-à-dire toutes les cotisations patronales, employées, plutôt que d'essayer de s'en prendre au salaire. Alors, à l'arrivée, vu la réforme de 2017, qui permet en fait de plafonner les augmentations salariales si jamais on a un retard de compétitivité par rapport aux autres pays, en gros, le résultat de la loi de 2017, c'est que potentiellement, on n'aurait pas d'augmentation de salaire hors index pour les 6 prochaines années. Très franchement, ça maintient l'équilibre. On a une préoccupation de compétitivité, mais on a une augmentation des salaires régulière pour permettre de faire face à l'augmentation du coût de la vie. La seule chose dans un modèle comme celui-là, c'est 2 paramètres. Un, il y a un défaut qui est inhérent, qui est le prix à payer. C'est que les augmentations de salaire sont immédiates, et donc vous n'avez pas l'effet d'amortissement du temps ou de la négociation qui permet parfois de lisser ces augmentations, comme dans les pays étrangers. Et alors le deuxième élément, c'est la place des syndicats. En fait, l'indexation automatique fait que les syndicats ont perdu au moins 50% de leur utilité. C'est quoi le but d'un syndicat? Son but, normalement, c'est de manifester, de négocier, de militer pour avoir des augmentations salariales. Mais quand vous avez une indexation automatique et pas de marge au-delà de l'index pour des raisons tout à fait légitimes, ils ne servent plus à rien, en fait. Et donc, je peux comprendre que les syndicats, en fait, ont une position schizophrène par rapport à la loi de 96. Parce qu'en fait, ils l'aiment bien sous le côté, ça augmente automatiquement, ils vont quand même pas travailler contre les intérêts des travailleurs, en tout cas pas officiellement. Mais de l'autre côté, ça leur fait perdre toute utilité. Parce que dans les autres pays européens, qu'est-ce qui se passe? Les syndicats sont en train de négocier à différents niveaux pour obtenir les augmentations que les Belges ont obtenues automatiquement. Et ça, c'est le problème de notre système, c'est que les syndicats en Belgique fonctionnent comme s'il n'y avait pas l'index automatique. Et donc, ils n'arrêtent pas de nous faire des grèves là pour augmenter en disant les salaires vont augmenter de 0. C'est un mensonge éhonté, mais il faut bien qu'ils essaient de se rendre utiles. Bien, alors on va terminer la dernière partie de cette émission. J'aime bien l'image que j'essaie de diffuser, c'est le fait d'être contraire. Donc comme on voulait exprimer en début d'émission, aujourd'hui l'ordre se positionne d'une façon un peu opposée, je dirais, à la position de l'institution publique que constitue l'État, parce qu'il a le sentiment que sur un certain nombre de sujets, l'État est loin de la profession. Et donc on a constaté finalement que vous aviez occasionnellement aussi des positions similaires, notamment lors de la participation au gouvernement, et donc on trouvait que ce parallèle était intéressant. Et donc je voulais en fait partager sur ces préoccupations avec vous, pour un peu, d'une part, m'assurer en fait les voies de transmission, mais aussi pour exprimer à ces tables, parce que c'est aussi l'objet de ces débats, c'est de parvenir à transmettre à des responsables politiques les détresses qui aujourd'hui existent. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans le secteur. Je n'ai jamais connu le secteur dans ce niveau. On ne recrute plus. Les jeunes ne sont pas intéressés par le boulot. Mais surtout, ceux qui assurent le job aujourd'hui sont de plus en plus dans une position de dire « on va bientôt arrêter, on en a marre ». Et ça, ce n'est pas simplement parce qu'il faut travailler, c'est parce qu'il y a une accumulation de décisions défavorables qui donne l'impression à cette profession d'être confrontée en fait à un mur. Et l'illustration la plus symbolique, parce qu'elle n'a aucun impact sur le fonctionnement de l'État, c'est les fameux délais fiscaux qui sont accordés par l'administration à la profession depuis l'époque Renders, et qui ont fait suite à la digitalisation et qui ont permis en fait aux professions économiques d'obtenir un délai dans la déclaration dès lors qu'elles avaient un mandat. Ce délai, en fait, il est historique, et il est tellement historique qu'il s'est inscrit dans le mode de fonctionnement des professions économiques, et que dès lors, forcément, le changer est problématique. Mais à côté de ça, le travail s'est complexifié de plus en plus, s'est densifié de plus en plus, et là,
le ministre a décidé de s'attaquer à ce délai en se disant cet délai est exorbitant. Et quand je le disais qu'il ne faisait de mal à personne, c'est que, comme vous le savez, l'État collecte 5 milliards de trop chaque année. Et donc, quand on remet sa déclaration fiscale, en fait, c'est une mauvaise nouvelle pour l'État puisqu'il va devoir rembourser les gens. Donc, le fait de rapprocher une déclaration de 30 jours ou de 45 jours, en fait, ça n'a qu'un impact symbolique, qui est un impact de se dire, écoutez, vous n'avez qu'à aller plus vite. Mais quand vous avez un secteur qui est en détresse, quand vous avez un secteur qui pleure sous la charge du travail, que des gens sont de plus en plus en burn-out, que des gens envisagent simplement d'arrêter ou de faire un autre métier parce qu'ils sont épuisés, comment est-ce qu'on peut faire face à cela? Et c'est le message que l'Ordre a fait passer ce lundi sur l'ensemble du secteur en disant, suite à une communication cynique de l'État, comme quoi les délais étaient réduits, que c'était inacceptable. Mais je vais peut-être laisser Thierry ajouter. C'est doublement inacceptable et c'est doublement idiot. Pour la bonne et simple raison qu'effectivement, l'Ordre, par la plume de son président, Gérard Delvaux, a dû réagir et a dû réagir très rapidement par rapport à un communiqué totalement incompréhensible et inacceptable de l'État, justifiant en fait une situation déjà dénoncée et déjà injustifiable. Je m'explique. Ça fait des années effectivement que le délai de déclaration, le délai de dépôt des déclarations, soit papier mais essentiellement électronique, est effectivement aux alentours de fin octobre, début novembre. Alors, je comprends la volonté de raccourcir ce délai. Et quand nous écoutons le ministre des Finances qui nous dit je veux raccourcir ce délai, il prend exemple de la situation de pays voisins, ou de pays étrangers en tout cas, où effectivement ces délais sont plus courts. Ce qu'il oublie, sciemment ou non, de mentionner, c'est que dans ces pays-là, il n'est pas question de changer une virgule à la législation fiscale applicable une année N+1 durant l'année N, ou à tout le moins durant la seconde partie de l'année N. Or, chez nous, nous sommes des grands spécialistes, et on va encore le mettre en pratique cette année, de glisser sous le sapin ou juste avant le dîner de fin d'année, une magnifique loi fourre-tout fiscale avec des dispositions entrant en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit et qui sont immédiatement applicables. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'après, la patate chaude est refilée aux informaticiens de l'administration qui travaillent pour l'administration des finances, pour lesquels j'ai le plus grand respect, et qui doivent réaliser le très difficile travail d'intégrer toutes ces modifications, déjà complexes à comprendre quand elles sont écrites en français. Enfin, quand elles sont écrites en français, je me comprends. Mais en tout cas, difficile à comprendre. Il faut intégrer tout ça dans les programmes de déclaration, dans les programmes de calcul. C'est un travail long et difficile, vu l'extraordinaire complexité que revêt au jour d'aujourd'hui notre toile d'araignée fiscale qui a bien besoin d'être simplifiée. Moralité, les outils permettant de travailler sont, quand tout va bien, disponible entre Pâques et le mois de mai. Et donc, ce qui veut dire que le délai est à la fois extrêmement raccourci, le temps que les professionnels ont pour faire tout ça est raccourci, on veut encore le raccourcir sans penser au problème à la base qui a été dénoncé dans un livre blanc que nous avons édité effectivement par l'entremise de l'Ordre et dont j'ai eu le plaisir d'être un des rédacteurs, en disant mais arrêtons de légiférer à tout bout de champ, un peu de pax fiscalis, un peu de paix fiscale par rapport à ça, donnons de la pérennité aux dispositions fiscales, réfléchissons à long terme et alors on pourra éventuellement permettre aux professionnels du chiffre de faire leur travail et d'autre part, mais arrêtons chaque année de leur coller sur le dos de nouvelles obligations qui de facto leur incombent alors que ça n'est même pas l'essence même de leur métier. Exemple, remplir le registre UBO des clients, des dispositions kilométriques en matière de loi anti-blanchiment, des tas de choses qui finalement ne relèvent pas de la tenue de la comptabilité, c'est-à-dire de leur core business, de l'essence même de leur travail, mais qu'on leur rajoute sur le dos parce que les contribuables sont incapables de le faire et que donc tout ça
arrive dans la malheureuse fiduciaire, chez le malheureux expert comptable, et on voudrait la mort des petites structures de comptabilité, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Et c'est pour ça, effectivement, qu'il a fallu dénoncer cette prise de position de l'État qui considère que tout ça est normal. Et effectivement, si l'organisme officiel qui défend le titre décide de ne pas s'opposer en organisme officiel de défense de la profession de ceux qui portent ce titre, je leur laisse la responsabilité de leurs propos et de leurs actes, mais alors il ne faut pas s'étonner qu'effectivement, l'ordre des experts comptables s'élève pour défendre les malheureux qui sont effectivement menacés d'un burn-out collectif et généralisé, parce qu'on fait tout pour que ça arrive, et qu'à un moment donné, même les intérêts de l'État ne sont pas remplis, parce que finalement, des déclarations fiscales rapides, simples, faciles à vérifier, ne nécessitant pas des armées de fonctionnaires, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne vais pas me mêler de vos de querelles intestines. Moi, je vais pas me. Non, mais on ne vous parle pas de la querelle. On vous parle plutôt de. Est-ce que vous comprenez en fait l'enjeu et comment est-ce que le monde politique peut simplement se battre sur un délai alors qu'en fait, derrière. En fait, il n'y a pas de bagarre parce que c'est juste une circulaire qui vient du ministre qu'on a déjà fait changer l'année écoulée. Puisque au départ il était prévu également un délai raccourci et on a réussi à l'allonger, mais ça c'est une prérogative du ministre des Finances en fait, de fixer par circulaire les délais. Ce n'est pas délibéré normalement au Conseil des ministres. On a attiré son attention quand on a été sollicité. Je pense qu'en plus, il y a un autre problème, c'est qu'il veut qu'on rentre les IPP avant d'avoir fait les clôtures d'exercice des entreprises. Donc pour toute une série de revenus, ça pose problème. Moi, je trouve que le calendrier tel qu'il est ne pose pas de difficulté. Il n'y a pas de problème de trésorerie dans le chef de l'État. Je pense qu'il y a une autre difficulté au niveau du SPF Finance, mais qui ne change rien en raccourcissant les délais, c'est que le SPF Finance n'envoie pas toujours les bonnes informations aux communes en ce qui concerne la prévision des recettes fiscales. Et donc il y a souvent des différentiels importants, des différentiels également de réception des montants, mais tout ça n'a rien à voir avec le délai de dépôt des déclarations fiscales. Donc, moi, très franchement, je vois pas quel est l'intérêt en fait. L'objectif est un petit peu, mais un peu lointain. Et encore une fois, moi, je pense que si on veut vraiment accélérer certains délais, il vaut mieux travailler sur des incitants. On l'a déjà, ça existe déjà pour des déclarations anticipées, par exemple, puisque vous prenez des majorations si vous l'avez pas fait. On peut peut-être accentuer le mécanisme pour inciter justement à ce que les choses aillent plus vite. Mais pas par la voie de la contrainte. Objectivement, pour être franc avec vous, pour moi, ça n'a aucun intérêt d'agir comme ça. Je pense que c'est vraiment pas le plus grand problème de l'administration. Et surtout que maintenant qu'on a tout informatisé, très franchement, c'est plus du tout l'enjeu. C'était justement tout l'intérêt de l'informatisation, c'était de pouvoir procéder à des déclarations plus tard, parce qu'il y avait tout le travail d'encodage que l'administration ne devait plus faire. Mais donc, si c'est pour avoir informatisé et quand même rentrer aussitôt qu'avant, très franchement, alors je vois pas bien pourquoi on a fait ça. Et sur la relation avec l'administration qui est devenue totalement digitale. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est totalement inacceptable. Et nous, justement, dans les fameux textes que vous avez parlé, on s'est battu pour qu'il y ait toujours un contact physique. Alors on nous a dit oui, il y a un contact physique. Je vois bien qu'aujourd'hui, dans les faits, on offre soi-disant la possibilité d'un contact, mais c'est très compliqué. On ne sait plus téléphoner, je l'ai dit, les adresses mail, on envoie des courriels, il n'y a pas d'obligation de réponse. Donc il faut faire peser des obligations dans le chef de l'administration qui sont des obligations équivalentes à celles du contribuable. Par exemple, il est prévu désormais que, c'est dans un des projets du ministre, que lorsqu'un contribuable ne répond pas aux sollicitations de l'administration fiscale, il pourrait faire l'objet d'une condamnation et d'une amende automatique. Simplement parce qu'il n'a pas répondu à l'administration fiscale. Par contre, si lui, il envoie un message à l'administration fiscale et que l'administration ne lui répond pas, là, il n'y a rien. À un moment donné, ça ne peut pas fonctionner comme ça. S'il y a des sanctions d'un côté, il y a des sanctions de l'autre, ou en tout cas des leviers pour agir également de l'autre côté. Et donc oui, aujourd'hui, faire des contrôles fiscaux à distance, c'est pas quelque chose qui... parce que voilà, l'idée du cloud, c'était de dire ça permet déjà d'avoir une première vue, ça permet de travailler plus facilement, mais à l'arrivée, pour faire
pour augmenter le volume de contrôle, on reste au bureau, voire à la maison, on regarde tous les documents au niveau du cloud, on prend une décision, et après on vous dit toujours, et ça c'est une réponse qui est dramatique, on vous dit vous pouvez toujours faire un recours, mais le recours ça coûte de l'argent. Vous bloquez de l'argent, vous payez un avocat, ou votre comptable doit faire le travail. Donc, à un moment donné, ça fait perdre de l'argent aux contribuables. Ça n'a pas de sens. Et ça fait perdre de la confiance dans l'État. Et à la fin, il ne faut pas s'étonner qu'on a des partis populistes qui sont extrêmement hauts. Parce qu'on pense que c'est un débat qui est extrêmement technique. Mais l'adhésion à l'impôt, c'est aussi, d'une certaine manière, la confiance que l'on a en l'État. Et la confiance que l'on a en l'État, dans le système, dans les partis traditionnels, si vous ne l'avez plus, au bout d'un moment, il y a des gens qui basculent sur d'autres types de votes ou sur d'autres types d'expressions. Donc je pense qu'à travers ça, il y a une question éminemment démocratique de la considération que l'État a de ses contribuables et donc la considération qu'a l'État de celles et ceux qui font vivre le pays, qui font tourner le pays. Et moi, je vais vous dire une chose, si on traitait aussi mal les personnes qui demandent des allocations sociales que les contribuables, là aussi, vous auriez eu quelques associations qui auraient réagi. Mais donc, à un moment donné, il ne faut pas opposer les gens. Mais alors, ne pas les opposer, ça veut dire dans les deux sens. Ça veut dire aussi les respecter de la même manière. Georges-Louis Boucher, merci. Merci beaucoup. Si vous avez une recommandation à nous faire pour protéger au mieux nos professionnels face à leur détresse, que feriez-vous en tant qu'influenceur ? Je pense qu'aujourd'hui, et c'est ce dont je souffre assez souvent dans le débat public, c'est que les enjeux que nous défendons n'ont pas beaucoup d'écho. C'est-à-dire que quand vous êtes de gauche, vous avez souvent, et donc leurs préoccupations habituelles, vous avez des dizaines d'associations, les syndicats, les mutuelles qui répètent tous la même chose. Donc, tout le monde vous dit on va mourir de faim, il faut donner plein de subsides. Tout le monde le répète. Donc à la fin, quand vous êtes le seul arrivé sur le plateau en disant non, il faudrait bosser et baisser les impôts sur ceux qui bossent, donc voilà, moi je pense que de la pédagogie auprès des médias, de la capacité de sollicitation des différents politiques et la capacité à imposer le thème à l'agenda, je pense que c'est fondamental. Vous savez, je suis certain qu'il y a beaucoup de vos affiliés qui ont des exemples de contrôles fiscaux qui sont totalement scandaleux ou de comportements de l'administration totalement scandaleux qui, je pense, ferait plaisir à quelques journalistes et qui amènerait peut-être à des prises de conscience et à des changements de règlement. Mais je vais vous donner un petit conseil. Pour un politique, tant que ça n'existe pas dans le journal, il n'y a pas de problème. Et donc, il faut parfois faire monter un petit peu les problèmes dans la sphère publique. Merci Thierry, Merci le message est clair. Bonne fin d'après-midi et encore un grand merci d'avoir été parmi nous. À bientôt.